septembre 1989, 16h30. Attendez. Knut Weitum et Finn Peterberg pilotent un charter assurant une liaison Oslo-Hambourg. Partenaire 394, service radar terminé. L'avion se trouve à une centaine de kilomètres de la côte danoise. Partenaire 394 à 124,55. Au revoir. Bien ce dîner? Délicieux. Un peu cher, mais délicieux. Les deux amis ont sillonné le monde ensemble, notamment des régions reculées d'Afrique. Ils sont tous deux très expérimentés et à quelques mois de leur retraite. Copenhague, bonjour, ici partenaire 394, niveau de vol 220. Partenaire 394, bonjour. Contact radar avec Copenhague. 394. L'avion est à 22 000 pieds au-dessus de la mer du Nord. C'est un bimoteur Convair 340-580. Un avion courant sur les moyens courriers. Il a été affrété par la compagnie maritime norvégienne Wilhelmsen pour 50 employés gagnants d'une loterie. Ils partent à Hambourg pour assister au baptême d'un navire. Certains avaient sans doute déjà assisté à des baptêmes, mais ces cérémonies sont très plaisantes et l'atmosphère était excellente au moment du départ. Une des meilleures employées de la compagnie a été choisie pour faire un discours. Il y a toujours un discours. Il est plutôt rare qu'un employé lambda ait l'honneur de baptiser un navire, mais on trouvait qu'elle le méritait. Tandis que le Convair traverse la mer du Nord, il croise un F-16 de l'aviation norvégienne qui rejoint sa base. Regarde ça, à 11h. Un F-16. Soudain, le Convair encaisse un choc violent. L'équipage est pris par surprise. L'avion se met à vriller. Le contrôle aérien remarque qu'il a perdu son cap et chute. Partenaire 394, signalez votre nouveau niveau de vol. Les pilotes luttent pour sauver leur avion et la vie de leurs passagers. Partenaire 394, signalez votre niveau de vol. Signalez votre niveau de vol. Quel est votre niveau de vol? Il a disparu des écrans. Apparemment, il s'est abîmé en mer. Le partenaire 394 pour Hambourg a disparu du radar. Des équipes de sauvetage se précipitent sur les lieux du crash, une vingtaine de kilomètres au nord des côtes danoises. Ils ne trouvent que des débris et des cadavres. Les 55 personnes présentes à bord sont mortes. Je les connaissais tous. Certains étaient des amis, d'autres m'étaient moins proches, mais je les connaissais tous. Et ça a rendu les choses doublement pénibles.
La compagnie maritime est anéantie. La moitié du personnel de son siège social a péri. C'est la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire de la Norvège. Le pays est en état de choc. Jan Ovind est un jeune reporter du plus grand quotidien norvégien. Il va assurer la couverture de l'affaire. Un inspecteur de la direction de l'aviation civile norvégienne a hâtivement conclu qu'il s'agissait d'un sabotage. C'était aussi le point de vue d'un des chefs de l'équipe de sauvetage danoise. Selon lui, comme il n'y avait pas eu d'appel de détresse et que l'avion était tombé comme une pierre, il devait s'agir d'une bombe. Et quelqu'un a fait un parallèle avec l'attentat de Lockerbie. Moins d'un an plus tôt, en décembre 1988, le vol 103 de la Paname a explosé au-dessus de Lockerbie en Écosse. Dans cette affaire, la présence d'une bombe a été avérée. La presse norvégienne relaie une information troublante au sujet de l'avion de la Partner. Notre Premier ministre de l'époque, Mme Gro Harlem Brundtland, l'avait utilisé lors d'un déplacement de campagne dans le nord du pays. Et Agassi l'avait utilisé 2 ou 3 jours avant le crash. La nation s'interroge. La tragédie serait-elle la conséquence d'une tentative d'assassinat ratée? Les journaux ont titré « Sabotage ». Une bombe expliquerait le plongeon soudain de l'avion. Les 55 occupants de l'avion ont peut-être été les victimes innocentes d'un meurtrier. Parmi les pistes qui s'offrent aux enquêteurs chargés du dossier, le sabotage s'impose comme l'une des plus sérieuses. Le bureau d'enquête norvégien recrute un enquêteur de l'armée de l'air, Finn Heimdall, pour se joindre à son équipe. Ses qualités de limier vont être mises à rude épreuve. J'avais passé de nombreuses années dans l'armée de l'air et j'avais vu des enquêtes menées n'importe comment. Je pensais qu'on pouvait faire mieux que ça. Les enquêteurs auditionnent plusieurs témoins qui semblent étayer la thèse du sabotage. Un jeune homme a entendu un bruit ressemblant à un coup de canon en provenance du lieu du crash. Il pourrait s'agir de l'explosion qui a fait chuter l'avion de la Partner. En mer, les recherches de débris et de victimes se poursuivent. Seuls 5 corps ne seront jamais retrouvés. Les autres sont envoyés au Danemark pour autopsie. Ces examens révèlent que certaines victimes ont des petites plaies ressemblant à des piqûres. Nouvel indice en faveur de la thèse de la bombe. L'autopsie du copilote fait apparaître un autre fait surprenant. Son estomac renferme un cure-dent entier et intact. C'était une découverte étrange. Il était pointu des 2 côtés. Pour avaler un objet pareil, il avait fallu qu'il se passe quelque chose de terrible. Signalez votre niveau de vol. Mais les enquêteurs ne peuvent apporter la preuve qu'une bombe a détruit l'avion. Ils ont besoin d'en savoir plus sur les derniers instants du vol 394. Le Partner 394 pour Hambourg a disparu du radar. 9 stations radar différentes ont suivi ces ultimes secondes. Elles pourront peut-être fournir des indices précieux. Les données les plus troublantes viennent d'une station militaire suédoise. Ces opérateurs ont suivi le vol de la Partner tandis qu'ils traversaient la mer du Nord. On va partir de 14h36. Le radar militaire a relevé un fait surprenant. Un autre objet se trouvait dans le même espace aérien. Et ce n'était pas un avion. Il apparaît quand le vol 394 se met à plonger depuis 22 000 pieds. Qu'est-ce que ça peut être?
On ignorait de quoi il s'agissait au début. On n'en avait pas la moindre idée. Il est tombé pendant plus d'une demi-heure, 38 minutes je crois. La question c'était, qu'est-ce qui est suffisamment léger pour voler aussi lentement et suffisamment solide pour donner de tels retours radars? Cet objet mystérieux repose désormais au fond de la mer. Un mois après le crash, les enquêteurs commencent à récupérer les débris qui ont coulé. Ils ont localisé l'épave sur le sol marin à l'aide d'un sonar latéral. Cet appareil envoie des ondes sonores qui se réfléchissent lorsqu'elles rencontrent des objets. Le résultat donne une image extrêmement précise de l'épave sous-marine. Les débris de l'avion sont disséminés sur un secteur large de 2 km. C'est une indication capitale. Il était clair que l'avion s'était disloqué dans les airs. Il n'avait pas frappé la mer en un seul morceau. C'était certain. Cela confirme qu'une bombe pourrait avoir détruit l'avion, mais il faudra encore attendre des semaines avant de pouvoir le prouver. En attendant, les enquêteurs espèrent que les boîtes noires apporteront des réponses plus immédiates. L'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres sont récupérés sur le sol marin et envoyés au laboratoire pour analyse. Les 2 boîtes ont été endommagées. Les enquêteurs croisent les doigts pour que les données n'aient pas été altérées. Voyons ce qu'on a. L'enregistreur phonique a pris la conversation des pilotes. Elle devrait permettre d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à bord. Enregistreur phonique? On. Comme requis. Système de mise en drapeau? Armé. Normalement, le dispositif enregistre les dernières minutes d'un vol, mais ici, il a fait l'inverse. Voyant bêta éteint. Mise en puissance? Il a enregistré le début du vol, puis s'est mystérieusement coupé juste avant le décollage. Il a pris leur conversation au sol, mais dès que les moteurs ont été lancés pour le décollage, il a cessé de fonctionner. Ça a été une déception pour nous. Mais l'enregistreur défectueux a tout de même gardé la trace d'un échange troublant entre les pilotes. Quel temps fait-il à Hambourg? Ciel dégagé, bonne visibilité. Pourvu que ça dure. L'enregistreur révèle aux enquêteurs que le vol 394 a commencé avec un problème insolite. Partner avait des problèmes financiers. Et on a découvert que quelques heures avant le décollage, les autorités aériennes norvégiennes avaient envoyé un téléx à tous les aéroports de Norvège pour leur dire de ne pas laisser décoller les avions de la Partner, car ils croulaient sous les factures et les charges impayées. Ils ne nous laisseront pas décoller tant qu'on n'aura pas payé les repas. Tu as combien sur toi? T'es sérieux? Ouais. Ça devrait faire l'affaire. Je m'en occupe. Le copilote a dû quitter le cockpit pour payer les repas servis à bord. Les enquêteurs examinent les carnets de maintenance pour comprendre pourquoi l'enregistreur a uniquement pris les conversations au sol. Ils découvrent que l'enregistreur phonique a été modifié plus de 10 ans plus tôt. Modifié pour passer sur l'alternateur primaire? L'enregistreur a été modifié pour qu'au moment où les moteurs seraient lancés à plein régime, Mise en puissance. il bascule automatiquement des batteries de l'avion vers son propre alternateur. Sur cet avion, la modification ne fonctionnait pas. Aucun des 2 pilotes ne s'est rendu compte qu'au moment où il parait le moteur au décollage, l'alimentation de l'enregistreur se coupait. Chaque fois que des éléments clés de l'enquête, tels que les enregistreurs phoniques ou les enregistreurs de paramètres, ne fonctionnent pas correctement, cela remet en cause la qualité de la maintenance et tout le bon fonctionnement de l'avion.
L'enregistreur défectueux et la facture impayée amènent les enquêteurs à se pencher de plus près sur l'historique de l'avion et de la compagnie partenaire. Partner possède une flotte d'avions généralement anciens qui desservent l'Europe du Nord. Le Convair, qui s'est abîmé en mer du Nord, était l'une de ses plus récentes acquisitions. Mais il était vieux de 36 ans et traînait une histoire complexe de changements de propriétaire et de modifications, en particulier au niveau des moteurs. Les anciens moteurs avaient été remplacés par des moteurs à turbine. Sur un avion à hélice, l'hélice déplace l'air vers l'arrière, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Les anciens avions utilisaient des moteurs à piston pour faire tourner leurs hélices. Mais les moteurs à turbine, qui utilisent une série de ventilateurs pour comprimer l'air et non plus des pistons, génèrent beaucoup plus de puissance. Heimdall apprend qu'en 1960, des turbomoteurs puissants furent fixés aux ailes en remplacement des moteurs à piston. Modification qui accroît certes la puissance, mais peut aussi représenter un danger. La puissance avait énormément augmenté avec le passage au turbomoteur, mais je me demandais quelles avaient été les conséquences sur la structure de l'avion. Heimdall est chargé de l'analyse des moteurs de l'avion. Il veut savoir si ces turbomoteurs pourraient être en cause. Je me demandais ce qui pouvait désintégrer un avion en plat vol. L'enregistreur de paramètres devrait fournir aux enquêteurs des informations sur les instants qui ont précédé le crash. Mais c'est un modèle analogique très ancien. Il utilisait une feuille métallique qui tournait et des pointes enrayaient la surface. C'est une nouvelle déception pour les enquêteurs. L'enregistreur n'a relevé qu'une faible partie des paramètres. Et mystérieusement, l'aiguille semble avoir enregistré 2 fois certains signaux. Cette double ligne laisse les analystes perplexes. On n'avait encore jamais vu ce genre de choses. On a contacté plusieurs experts, mais aucun n'avait encore vu ça. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Les paramètres de vol n'apportent aucune révélation aux enquêteurs. Mais Heimdall commence à se demander si le dysfonctionnement de l'enregistreur ne constitue pas un indice en soi. Il décide d'envoyer l'instrument à son fabricant américain pour analyse complémentaire. Méticuleusement, les enquêteurs reconstituent l'avion de la Partner. L'équipe norvégienne a récupéré les débris de l'avion avec l'assistance des autorités danoises. Et ils ont décidé de le reconstituer. Une reconstruction, c'est comme un puzzle. Elle aide les enquêteurs à centrer l'enquête sur les parties les plus sensibles et à mettre un ordre de priorité dans leurs recherches. À mesure que le fuselage prend forme, il apporte son lot d'indices. La seule chose susceptible de détruire un avion à altitude de croisière, c'était une explosion. Et certaines parties pouvaient sembler suspectes. Suspectes à cause de ce que l'on y trouve. Des rumeurs concernant la présence d'explosifs ont commencé à circuler. Des traces d'un puissant explosif militaire sont relevées. Les quantités sont faibles, mais la presse s'engouffre dans la brèche. Les résidus d'explosifs pourraient provenir d'une bombe placée à l'intérieur de l'avion
ou d'une autre source. Une manœuvre de l'OTAN baptisée Operation Sharp Spear a eu lieu le même jour, à proximité de la route empruntée par le vol 394. J'ai parlé à un pilote qui m'a dit qu'il était possible qu'une roquette d'essai ait frappé une des ailes ou le fuselage. De plus en plus de gens commencent à se demander si un missile perdu ne serait pas en cause. Mais après analyse des résidus, il apparaît qu'ils ne viennent ni d'une bombe ni d'un missile. Il n'y en a tout bonnement pas assez. Il y avait des petites traces d'explosifs, mais en quantité si faible que ça ressemblait plus à une souillure qu'à autre chose. De nombreuses batailles ont eu lieu au large du Danemark. La mer est jonchée de vieilles munitions. Les enquêteurs concluent que l'avion a capté des résidus de poudre alors qu'il était sur le sol marin. La piste des explosifs est écartée. Le métallurgiste Terry Islip examine l'empennage de l'appareil, les surfaces placées à l'arrière de la queue. Par endroits, le revêtement présente des traces de surchauffe. Ça voulait dire qu'il y avait eu flexion. Quand on tord un cintre à plusieurs reprises, si on pose la main à l'endroit où il va se briser, on se brûle, car de la chaleur se développe à cet endroit. C'est la même chose sur un avion. Face à ces indices suggérant un problème au niveau de l'empennage, les enquêteurs veulent examiner un générateur qui se trouvait à l'arrière de l'avion. Le groupe auxiliaire de puissance est logé à l'intérieur de l'empennage du convers. C'est un générateur de réserve, normalement utilisé lorsque l'avion est au sol. Heimdall inspecte le mécanisme et à l'intérieur de la turbine, il découvre des bouts de plastique fondu issus de la cabine. Il lui offre des informations précieuses sur ce qui se passait dans l'avion au moment où il a cédé. Ça signifiait que la cabine avait cédé alors que le groupe auxiliaire fonctionnait encore. Le groupe auxiliaire de puissance n'aurait pas dû être en marche alors que l'avion était en vol. Il pourrait y avoir un lien avec l'accident. Les enquêteurs veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé le jour du crash. Ils interrogent le mécanicien qui a procédé à l'inspection de l'appareil ce matin-là. Il explique qu'un des deux générateurs principaux ne fonctionnait pas et qu'il n'était pas en mesure de le réparer. La réglementation exige qu'un avion dispose de 2 blocs d'alimentation avant d'être autorisé à décoller. Mais le copilote trouve une solution. En remplacement du générateur principal défectueux, il propose à la compagnie d'utiliser le groupe auxiliaire de puissance durant le vol. Notez ceci dans le registre. Autorisation de vol avec groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement. On va utiliser l'auxiliaire pour alimenter le système gauche. Groupe auxiliaire en marche. Voyant bêta éteint. Mise en puissance. Au cours de son inspection du groupe auxiliaire, Heimdall fait une découverte. Quand j'ai vu la pièce, j'ai tout de suite remarqué qu'elle n'était pas aux normes. C'était du bricolage, un bout de fer qui avait été soudé. Un des supports qui attachait le groupe auxiliaire à l'avion est brisé. Or, un générateur contient une turbine qui tourne à haute vitesse pour générer de l'électricité. S'il n'était pas correctement maintenu, il est possible qu'il ait causé l'accident. Les enquêteurs doivent déterminer si cette défaillance est bel et bien en cause. Mais ils ne vont pas tarder à découvrir que ce n'est qu'une des pièces du puzzle. Le
support défectueux pourrait être à l'origine de tout. Le métallurgiste Terry Hislop procède à des examens approfondis de la pièce. Ma première constatation, ça a été que la soudure était mauvaise et inadaptée. Hislop veut déterminer à quel moment le support s'est cassé. S'il prouve que c'est arrivé pendant l'ultime vol de l'avion, il tiendra peut-être la clé de l'énigme. Les marques de choc et les marques de progression montraient qu'il n'avait pas cédé sous l'effet d'une seule surcharge survenue lors du dernier vol. Et l'usure du support brisé montre qu'il ne s'est pas cassé le jour de l'accident. Il avait déjà cédé bien avant le décollage du vol 394. La question est maintenant de savoir quelles incidences ce support endommagé a pu avoir sur le vol. 40 000 tours minute, ça peut faire du dégât. Le groupe auxiliaire est un gros gyroscope qui renferme une énorme quantité d'énergie quand il tourne. Et si cette énergie est transmise aux alentours, dans le fuselage, la structure, elle peut engendrer des problèmes de vibration dans tout l'empennage. Les enquêteurs veulent savoir si des vibrations inhabituelles avaient déjà été ressenties sur cet avion. Ils interrogent des personnes qui ont voyagé à son bord. Merci beaucoup de vous être déplacé. Vous avez déclaré qu'il y avait un ronflement, c'est bien ça? Un passager déclare que l'avion qui s'est crashé vibrait beaucoup plus que les deux autres convers de la compagnie. Y avait-il quelque chose d'inhabituel? Mais d'autres n'ont rien remarqué. Tout allait bien? Le casse-tête reste entier. Les enquêteurs savent que le support du groupe auxiliaire était cassé avant le vol, mais ils ignorent toujours s'il a joué un rôle dans le crash ou s'il a affecté l'empennage de l'avion. La reconstitution va permettre d'y voir plus clair. Heimdall remarque que deux trappes situées sur l'empennage de l'avion n'ont pas été retrouvées. En réassemblant l'empennage, on a constaté que la gouverne avait été brisée en deux morceaux principaux et que des parties manquaient. Notamment les trappes situées entre la dérive et la gouverne. La dérive verticale de l'avion est munie de deux trappes qui permettent aux mécaniciens d'accéder au poids qui contrôle les mouvements de la gouverne. Heimdall fait une découverte capitale sur ces trappes. Elles avaient un revêtement alvéolaire en aluminium. Dans l'armée de l'air, Heimdall a appris qu'il a une propriété très spéciale. C'est une fine feuille d'aluminium. Elle est dotée de bonnes propriétés de réflexion des radars et elle est très légère. Dans l'armée, on s'en sert pour perturber les signaux radars, on appelle ça des leurres. L'objet non identifié que le radar militaire suédois avait repéré était sans doute un morceau des trappes arrière. Quand on a fait le lien entre les trappes manquantes et les données radars, on a su que ça s'était passé en altitude de croisière. Car l'objet qui était lentement tombé venait de très haut, presque de l'altitude de croisière. Les enquêteurs établissent que l'empennage a commencé à se disloquer à 22 000 pieds, juste avant le grand plongeon. Mais pourquoi les trappes se sont-elles décrochées au milieu des airs? Ce qui a provoqué la rupture des trappes a certainement provoqué le crash. Les contrepoids de la gouverne sont logés derrière les trappes. Lorsqu'une gouverne se balance trop violemment, les poids en font autant. Nous avons trouvé suffisamment d'éléments pour affirmer qu'il cognait sur les trappes et que les premiers composants à s'être décrochés avaient été les revêtements alvéolés de ces portes. Les enquêteurs concluent qu'autour du moment de l'accident,
quelque chose a provoqué un violent balancement de la gouverne. Reste à savoir quoi. Le groupe auxiliaire et son support brisé, à eux seuls, n'ont pas pu provoquer la dislocation de l'avion ou de l'empennage. Il y avait forcément d'autres facteurs en jeu. Les enquêteurs se lancent à la recherche de ces autres facteurs. La compagnie Partner propose alors une piste. Il pointe du doigt le F-16 qui a croisé l'avion de ligne quelques minutes avant qu'il ne perde son cap. Regarde ça, à 11h. Un F-16. Partner déclare qu'il volait plus vite qu'il n'aurait dû. De plus, ils sont convaincus qu'il est passé plus près de leur avion que ne le prétendent les rapports officiels. Partner a contacté un enquêteur suédois. Et ses conclusions étaient que le F-16 pouvait avoir franchi le mur du son au moment où il passait juste au-dessus de l'avion. Quand un chasseur ou n'importe quel avion passe le mur du son, il y a une onde de pression. Et leur théorie, c'était qu'à cause de cette onde de pression, l'avion s'était désagrégé en plein vol. Mais le pilote norvégien du F-16 affirme qu'il était à plus de 1000 pieds au-dessus du convert lorsqu'il l'a croisé. Les enquêteurs calculent à quelle distance le F-16 aurait dû passer pour perturber sérieusement le vol 394. Leurs résultats établissent qu'il aurait dû se trouver à quelques mètres. Aucune preuve ne corrobore un passage aussi rapproché. D'accord, bon boulot. L'épave a été récupérée à 90%. Mais les enquêteurs ignorent toujours pourquoi l'empennage s'est désagrégé en plein ciel. Au cours de l'enquête, Heimdall reçoit une promotion. Mais il ne sait toujours pas comment résoudre l'énigme qui hante sa nation. Ils m'ont demandé de superviser la suite de l'enquête sur le matériel. Je me suis retrouvé face à une montagne de débris et je me disais que je n'en verrais jamais le bout. Mais les enquêteurs vont recevoir un coup de pouce. L'analyse de l'enregistreur de paramètres va se révéler fructueuse. Le fabricant américain a demandé à son meilleur expert de suspendre sa retraite pour examiner l'instrument. Le fabricant, Fairchild, nous a renvoyé un ancien employé. Et on l'a contacté en Californie. Il explique aux enquêteurs que l'aiguille censée enregistrer l'altitude de l'avion vibrait tellement qu'elle laissait une seconde marque sur la feuille métallique. Mais ce n'est pas tout. L'enregistreur était capable de compiler des centaines d'heures de données. En déroulant la totalité de la feuille métallique, l'expert découvre que l'enregistreur vibrait fortement depuis des mois. On a pu constater que ça s'était déjà produit bien avant l'accident. Je n'avais encore jamais vu d'anomalie de ce genre et on a mis un moment avant de comprendre ce qui s'était passé. Apparemment, le groupe auxiliaire n'était pas la seule chose à vibrer dans cet avion. Les enquêteurs dressent un récapitulatif chronologique de l'historique des vibrations. Ils remarquent une évolution frappante. 2 mois avant le crash, de façon soudaine, les vibrations disparaissent pendant plusieurs semaines. Quasiment aucune vibration pendant une quinzaine de vols. Les vibrations augmentaient en intensité et en fréquence jusqu'à l'été 89. Puis la tendance changeait. Après cette amélioration, les vibrations reprennent de plus belle et augmentent jusqu'au crash. Que s'est-il passé ? Les enquêteurs doivent maintenant découvrir ce qui a changé sur l'avion pendant la période de 2 semaines où les vibrations se sont arrêtées. Pourquoi était-il hors service ? Qui a fait les réparations ?
La compagnie aérienne explique qu'à cette période, une révision complète a eu lieu au Canada. Merci, à plus tard. Le travail a été effectué par l'ancien propriétaire de l'avion, une société canadienne spécialisée dans la maintenance des convers. Pendant les vols d'essai effectués là-bas, l'enregistreur de paramètres n'a recensé presque aucune vibration excessive. Ce bon fonctionnement s'est poursuivi pendant plusieurs vols, une fois l'avion revenu en Norvège. Les enquêteurs passent les carnets de maintenance au crible. Heimdall découvre qu'au cours de la révision, les mécaniciens ont relevé des signes d'usure sur un des 4 boulons qui maintiennent l'empennage avec le fuselage. L'assemblage repose entièrement sur ces 4 boulons. Pendant la révision du convers en juillet 1989, un mécanicien a remplacé un des boulons. L'enregistreur de paramètres montre que les vibrations ont cessé après le remplacement de cette pièce. Par miracle, les enquêteurs arrivent à mettre la main sur les 4 boulons. Terry Hislip les examine. Ce qu'il découvre est ahurissant. Les 3 boulons qui n'ont pas été remplacés n'étaient pas aux normes. On a fait des tests métallurgiques et des tests mécaniques. Et ces analyses ont démontré que 3 des boulons n'étaient pas de la qualité requise. C'était des contrefaçons. Son analyse démontre que lors de leur fabrication, les boulons défectueux n'ont pas été trempés correctement. En conséquence de quoi, ils n'ont que 60% de la résistance qu'ils devraient posséder. Les enquêteurs savent enfin pourquoi l'empennage vibrait depuis des mois. Vous avez trouvé ? 3 des boulons censés le maintenir étaient trop fragiles. Ils n'étaient pas assez solides. Incroyable. La découverte de ces habiles contrefaçons est une avancée majeure et un choc pour l'opinion publique. Mais une question cruciale reste en suspens. Pourquoi l'empennage n'a-t-il pas cédé pendant l'un des 16 vols précédents où il vibrait excessivement? Pourquoi cette fois-là? Les enquêteurs savent déjà que le jour de l'accident, un générateur était en panne et les pilotes ont dû improviser. Notez ceci dans le registre. Autorisation de vol avec groupe auxiliaire de puissance en fonctionnement. On va utiliser l'auxiliaire pour alimenter le système gauche. Groupe auxiliaire en marche. Les pilotes ignoraient que le support du groupe auxiliaire était cassé et que son moteur vibrait énormément. En décidant de le faire tourner pendant le vol, ils ont fait empirer une situation déjà précaire. La raison pour laquelle les choses se sont mal passées, c'est que le groupe auxiliaire n'avait plus que 2 supports au lieu de 3. Ce support manquant s'est associé au boulon défectueux pour faire augmenter les vibrations. Si les 2 vibrent et entrent en résonance l'un avec l'autre, c'est la catastrophe. Les enquêteurs commencent à y voir clair. Les vibrations de l'empennage et celles du groupe auxiliaire se sont combinées pour générer une force destructrice. Voilà ce qu'ont dit les gars du MIT. Techniquement, les vibrations pouvaient briser l'avion. Si les 2 objets desserrés se mettent à vibrer dans la même fréquence, ou dans des multiples d'une fréquence, on obtient ce qu'on appelle des harmoniques couplées. Chaque vibration nourrit l'autre. Elles se font empirer mutuellement. La plus célèbre manifestation de ce phénomène s'est produite sur le pont de Tacoma dans l'État de Washington en 1940. Le pont d'acier et de béton nouvellement construit se mit à osciller dans le sens de la longueur,
avant qu'un vent latéral ne le fasse se balancer de gauche à droite. Ces deux différentes vibrations se combinèrent pour générer un violent mouvement de torsion qui brisa le pont. Les calculs des enquêteurs les amènent à penser que le même phénomène a détruit le vol 394. On s'est dit, bon sang, c'est exactement le même phénomène. Cette redoutable combinaison de vibrations fait osciller l'empennage avec une telle violence que la gouverne se coince à gauche. L'avion vire de façon abrupte. Au-dessus de l'aile droite, le flux d'air augmente. L'avion gîte de plus en plus, puis se met à vriller. L'avion se rétablit brièvement, mais la gouverne se coince de nouveau à gauche et les trappes arrière explosent. Il vrille une seconde fois. L'empennage commence à se disloquer. C'est sans espoir. L'enquête conclut que les 3 boulons contrefaits sont à l'origine du crash. Je me suis demandé comment c'était possible. Trouver des pièces pareilles sur une partie aussi importante. C'était incroyable. Le rapport d'accident répand une onde de choc dans l'ensemble de l'industrie aéronautique. C'est la première fois qu'un crash meurtrier est lié à des pièces détachées non conformes. Une question angoissante émerge alors. Quelle est la proportion de pièces contrefaites sur les avions qui circulent à travers le monde ? Le crash du Partner a été l'événement qui a obligé les gens à reconnaître le problème des pièces non conformes. Et le fait qu'à travers le monde, les stocks de pièces détachées étaient contaminés. Rien que dans un Boeing 747, il y a 6 millions de pièces mobiles. L'industrie des pièces détachées pèse 45 milliards de dollars. Et à l'époque du crash, elle était très peu réglementée. Mary Schiavo était inspecteur général du département des transports qui chapeaute la direction de l'aviation civile. Personne ne connaissait l'ampleur du problème. On savait qu'il y en avait un depuis le crash, mais on ignorait son étendue aux États-Unis. On a commencé par un audit des stocks usagés de la direction de l'aviation civile. Et déjà là, on trouvait 39% de contrefaçons. On s'est rendu compte que lorsque les pièces avaient été achetées à des revendeurs, ce qui représentait un fort pourcentage du marché, 95% étaient fausses. Les services de l'aviation civile vont même trouver des pièces contrefaites sur l'avion considéré le plus sûr de la planète. Il y a 5000 revendeurs de pièces détachées aux États-Unis. Beaucoup sont basés à Miami. Ces entreprises n'étaient soumises à aucune réglementation. Un téléphone et un fax suffisaient pour devenir revendeur. Du jour au lendemain, vous étiez dans le commerce de pièces détachées. Et vous pouviez les acheter où vous vouliez. Vous pouviez vous les procurer chez des ferrailleurs, dans des casses, sur de vieux avions, sur des avions accidentés. Et vous pouviez aussi les acheter à des fabricants qui se moquaient de la loi. Les pièces d'avion sont chères. Un boulon comme celui qui maintenait l'empennage peut coûter jusqu'à 250 $. Sa contrefaçon peut revenir à seulement 30 $. C'est bon marché. Dans des périodes comme celles que nous connaissons, avec des compagnies qui ont la tête sous l'eau et près d'une dizaine de grandes compagnies américaines qui sont au bord de la banqueroute, on cherche à minimiser les coûts. L'aviation civile lance une vaste enquête sur les pièces détachées illégales et monte des opérations d'infiltration pour trouver les revendeurs peu scrupuleux. Les enquêteurs lèvent le voile sur un marché noir qui donne un aspect rutilant à des milliers de pièces usagées et de mauvaise qualité. Ce sont de bonnes contrefaçons. Elles sont très difficiles à repérer. À l'époque du crash, il existait certains garde-fous censés empêcher les pièces contrefaites de finir sur les avions de ligne. Par exemple, chaque pièce détachée a besoin d'un certificat prouvant son authenticité.
Il faut un document attestant que la pièce est en état de navigation. Il faut qu'un contrôle soit assuré par une organisation reconnue. Mais les enquêtes révèlent qu'en plus des pièces détachées, il existe aussi un marché florissant pour les faux certificats de la direction de l'aviation civile. Lors de nos perquisitions, nous sommes tombés sur des gens qui avaient imprimé des piles de faux certificats qu'ils signaient souvent du nom d'un véritable inspecteur. Dans ce trafic, le certificat vaut plus que la pièce elle-même. Au début, les enquêteurs croient que le phénomène concerne surtout les petites compagnies aériennes. Les opérateurs et les réparateurs modestes sont souvent ceux qui sont le plus touchés par ce problème de pièces de rechange. Pourtant, à la surprise générale, on va découvrir que l'avion le plus sécurisé de la planète possède lui aussi des pièces contrefaites. C'est allé jusqu'aux avions qui transportent le président des États-Unis, ce que beaucoup de gens considèrent comme le plus haut niveau de l'aviation. Même dans ce circuit d'approvisionnement supposé hermétique, il y avait des contrefaçons. La direction de l'aviation civile réagit rapidement. Plus d'une centaine de revendeurs sont arrêtés. Chaque nouvelle condamnation était un pas de plus vers une prise de conscience de ce problème et de ses possibles conséquences en vie humaine. Et je pense que la chose la plus importante que nous ayons accomplie, ça a été d'obtenir des condamnations au pénal. Suite à ces enquêtes, la direction de l'aviation civile met en place un système de certificats beaucoup plus rigoureux et menace les compagnies de poursuites criminelles si elles acceptent sciemment des pièces contrefaites. Les choses sont différentes aujourd'hui. Notre réglementation est beaucoup plus apte à traiter le problème que dans les années 80 et 90. Il faut amener le mécanicien qui a la clé anglaise en main jusqu'à un niveau d'expertise très élevé. Il doit être capable de repérer les mauvaises pièces, de repérer les mauvais documents, et c'est faisable. Les nouvelles réglementations ont atteint leur but. Au cours des 2 décennies qui ont suivi le crash du Partner 394, aucun accident meurtrier n'a été attribué à des pièces contrefaites. Quelques années après le crash, Finn Heimdall est passé à la tête du bureau norvégien d'enquête sur les accidents. Au revoir, Jimmy. C'était un mystère opaque. Sans raison apparente, un avion s'était pour ainsi dire désintégré dans les airs. Son rapport d'enquête a entraîné des changements qui ont probablement sauvé des vies. Ça, c'est l'aspect positif. Mais il reste la terrible tragédie qui a frappé tous ces gens. En 1989, une des plus petites pièces d'un charter norvégien provoquait une catastrophe. Grâce aux enquêteurs qui ont identifié la cause de l'accident, les passagers sont désormais plus en sécurité et moins susceptibles de voyager dans des avions équipés de pièces contrefaites.